Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une nouveauté dans la gamme des bornes ViTi Aguerre, la borne communicante OCPP RFID, qui va nous permettre d'adresser un segment tertiaire et qui a aussi la particularité d'être compatible avec l'ISO 1518. Donc au programme de cette vidéo, nous allons parler de la borne, de ses capacités, mais aussi de la configuration. Si on regarde dans le segment de l'offre ViTi, on retrouve deux segments, le segment résidentiel, où on retrouve les bornes adaptées au résidentiel, et le segment tertiaire, où on retrouve les bornes adaptées au segment tertiaire. Cette nouveauté que nous allons parler maintenant concerne le tertiaire, donc nous allons parler tertiaire. Au niveau de cette nouveauté, donc cette borne ViTi OCPP reprend le design commun à l'ensemble de notre offre ViTi, mais va intégrer des particularités. C'est qu'elle est capable donc déjà de communiquer en OCPP vers un opérateur de service. Elle est faite pour communiquer pour charger un véhicule et elle intègre le RFID pour l'accès par badge, donc pour pouvoir badger pour accéder à la recharge. Au niveau des références, il y a deux références au niveau de cette offre. Nous avons des bornes qui sont réglables de 4 à 22 kW, donc en monophasé et en triphasé, avec soit une seule prise T2S, ou une prise T2S et une prise TE, pour permettre la recharge de l'ensemble des véhicules du marché. Elle peut fonctionner, malgré qu'elle a le RFID, elle peut fonctionner en accès libre, c'est-à-dire sans badge, ou au travers d'un badge RFID. Elle possède des caractéristiques intéressantes, puisqu'elle est IP55 et IK10. On intègre au niveau de la communication CPP, l'1.6 JSON qui permet de simplifier notamment l'appairage vers un opérateur de service. Et surtout, et c'est une particularité de cette borne, c'est qu'elle intègre, elle est déjà prête pour le futur puisqu'elle intègre l'ISO 1518. Alors l'ISO 1518, c'est une norme qui commence à apparaître au niveau des véhicules et qui est déjà inclue dans cette borne. Donc cette borne, elle est prête pour le futur. L'ISO 1518 va permettre simplement de remplacer le badge. C'est-à-dire que vous allez présenter avec votre véhicule, vous vous branchez, et c'est le véhicule qui va communiquer directement son identification. La particularité de cette nouvelle borne, en plus de l'ISO 1518, c'est qu'elle est capable de communiquer bien sûr en Ethernet avec un câble classique, mais elle est capable aussi de communiquer grâce au Wi-Fi. Et ça, c'est une particularité, puisque ça va nous permettre, dans des cas où on n'aurait pas de câble réseau présent à l'endroit où on installe la borne, de pouvoir communiquer directement Wi-Fi vers un access point ou autre. On a pensé aux installateurs puisqu'elle intègre un hotspot Wi-Fi pour la configuration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de démonter la borne. Je passe simplement mon badge devant la borne, elle démarre un hotspot Wi-Fi, donc c'est un badge spécifique pour l'installateur, et du coup l'installateur a accès à une page web lui permettant de faire sa configuration. Et une fois qu'il a fini sa configuration, il suffit simplement de repasser le badge et la borne sort de son mode de configuration. Et bien sûr, elle se monte en mural, mais aussi sur pied avec l'ensemble des accessoires communs à la gamme, donc l'ensemble des pieds tubulaires et aussi des pieds rectangles. D'ailleurs, par exemple, vous avez ici un exemple avec deux bornes. Donc nous avons deux bornes en dos à dos avec un pied tubulaire qui permet de poser ces deux bornes avec le minimum d'espace pris au sol. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Si on regarde au niveau des avantages, donc ça j'en ai parlé, la communication Ethernet classique, je ramène un câble RJ45 par borne et l'ensemble revient vers une baie de brassage. L'avantage de cette nouvelle borne, ViTi communicante, c'est qu'elle est capable de communiquer vers un access point et du coup d'amener cette configuration et cette installation en Wi-Fi. Donc ça permet de simplifier, pensez notamment par exemple un parking souterrain où on aurait un problème d'accès au réseau, ça permet de pouvoir diffuser le réseau directement à l'ensemble de ces bornes. Donc ça, c'est aussi un avantage intéressant au niveau de cette nouvelle borne ViTi communicante. Comme on parle de borne communicante qui peut être opérée vers un opérateur de service, on parle aussi bien sûr de quantité d'énergie mesurée. Cette quantité d'énergie mesurée, il faut installer un compteur MID, un compteur certifié, permettant d'avoir une vraie lecture de la valeur de consommation de la borne. Pour simplifier les choses, nous avons créé deux kits dans cette offre ViTi communicante. Nous avons un kit monophasé et un kit triphasé, qui comprend tous les accessoires pour l'installer directement dans la borne
Et c'est aussi un avantage de cette nouvelle borne, puisque le compteur MID s'installe directement dans la borne. Au niveau de la page web pour l'installateur, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une page web permettant d'accéder à la configuration. Elle s'adapte à l'ensemble des supports. C'est-à-dire que vous utilisez un smartphone, une tablette, un ordinateur, la page web va s'adapter automatiquement. Il n'y a pas de logiciel à installer, c'est juste une page web. C'est bien sûr disponible dans toutes les langues où le produit est vendu. Et on aura accès aux paramètres donc Ethernet et Wi-Fi, mais aussi à l'ensemble des paramètres OCPP. Et bien sûr, l'ensemble des réglages, donc la puissance, le nombre de phases, tous les réglages qu'on a aujourd'hui sur une borne de recharge. Et un point qui est important. Nous avons aussi, au travers de cette page web installateur, un module de débogage qui va permettre d'avoir un temps réel tout ce qui se passe sur la borne de recharge. Ça permet d'analyser la recharge d'un véhicule et de voir s'il y a une anomalie ou quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Donc c'est un outil très utile pour faire de la recherche de panne et qui est disponible directement sur la page web. Ensuite, un élément qui est important aussi, quand on fait de la supervision de bornes de recharge, où on a la gestion de la maintenance de ces bornes de recharge, c'est l'accès aux journaux d'événements. La borne va sauvegarder l'ensemble des événements qu'elle a eus, donc l'ensemble des recharges, l'ensemble des modifications de paramètres, tout ce qui s'est passé sur la borne au travers d'un journal d'événements qu'on peut télécharger après directement. Donc l'avantage, c'est qu'on a une vraie historique de l'ensemble des événements liés à la borne de recharge. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir l'aspect configuration. Avant de parler configuration, regardons déjà ce qui est inclus dans la borne. Donc, au niveau du packaging de la borne, vous allez retrouver 3 éléments intéressants, hormis les vis bien sûr. Nous avons déjà un badge. C'est le badge installateur qui permettra d'activer le hotspot Wi-Fi. Nous avons aussi un lot de stickers où on retrouve le sticker que j'ai déjà collé en face avant et un sticker dans le cas où on est sur une pose en accès libre, c'est-à-dire que la borne n'a pas de badge RFID. Et bien sûr, les étiquettes Z2 Ready, puisque cette borne est certifiée Z2 Ready et EV Ready 1.4, à coller si on respecte le Z2 Ready. Au niveau de la borne, si on ouvre la borne, au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver à l'intérieur de la borne la carte électronique donc, qui permet l'alimentation du badge RFID mais aussi du voyant. Et on retrouve une carte contrôleur et surtout, chose qui change par rapport aux habitudes sur les autres bornes VITI, nous avons une carte de puissance. Cette carte de puissance est là pour gérer directement l'alimentation des prises, donc jusqu'à 32 ampères sur cette borne VITI communicante, et va permettre donc d'alimenter la carte pour la prise T2S, mais aussi la carte pour la prise TE. Donc ce qui est à faire avant d'alimenter la borne, c'est de connecter la nappe, donc à l'IHM en face avant, de remettre le couvercle, bien sûr de visser, et d'alimenter du coup la borne de recharge. Donc là nous allons procéder à l'alimentation de la borne de recharge. Cette étape est importante, la borne va démarrer, et cette étape peut durer jusqu'à 1 minute 45 à peu près au niveau de l'allumage. Ce qui est important quand la borne démarre, c'est qu'elle va clignoter donc jaune pour signaler le redémarrage. Et à un moment donné, nous aurons un clignotement orange qui va nous permettre de passer le badge installateur. C'est une étape au niveau de l'alimentation, la première alimentation, qui va nous permettre en fait de configurer notre badge hotspot. On peut bien sûr en rajouter par la suite, mais si on veut, par défaut, ne pas avoir à brancher de câble pour se connecter dessus, mais vraiment travailler avec l'hotspot, il faut attendre le démarrage de la borne et ce clignotement orange. Donc nous prenons le badge installateur, et dès que la borne clignote orange, nous allons badger dessus. Voilà, la borne clignote en orange, donc nous allons pouvoir présenter le badge qui est livré avec la borne. Le voyant vert me signale qu'il a bien reçu le badge, et là la borne finit son redémarrage. Donc là actuellement elle clignote en blanc, ce qui signale simplement une anomalie réseau, c'est normal puisque la borne n'est pas encore configurée, donc elle n'est pas connectée au réseau. Donc pour attaquer la configuration, rien de plus simple. Notre badge qu'on a enregistré en tant qu'installateur, hotspot installateur, je le passe sur le devant de la borne.
La borne le reconnaît et va démarrer un clignotement bleu qui signale le démarrage du hotspot Wi-Fi, donc qui va permettre en fait de se configurer dessus. Donc là, je vais poser le badge, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je vais prendre ma tablette qui va me permettre en fait d'accéder directement donc, à la configuration de la borne. Sur la tablette, la première étape est d'ouvrir l'appareil photo et de flasher le QR code qui nous permet d'accéder directement à la page web de configuration. Donc cette page web va nous permettre d'accéder aux paramètres de la borne directement. Donc comme vous pouvez voir sur la tablette, donc la page web s'ouvre automatiquement, c'est-à-dire que ma tablette se connecte de façon automatique au hotspot Wi-Fi et j'ai juste à valider comme quoi je veux bien me connecter à cette page et j'accède à l'identification de mon accès. Et par défaut, le mot de passe est admin 1234. Voilà, donc là j'ai la page qui s'affiche. Je peux renseigner mon utilisateur, donc admin et le mot de passe par défaut 1234. Et je clique sur se connecter. Comme tout produit contenant un accès sur web server avec un mot de passe en admin 1234, la première étape est de modifier le mot de passe. Donc là, ici, je vais renseigner un nouveau mot de passe où je vais noter, je vais marquer Aguerre 2022 avec un petit point d'exclamation puisqu'il faut mettre un caractère spécifique. 2022, point d'exclamation, et j'enregistre mon nouveau mot de passe. Donc ce mot de passe est simplement l'accès qui permet de bloquer en fait que n'importe qui se connecte à la borne. Donc c'est vraiment un accès privilégié pour l'installateur. Et au niveau de la configuration, on va retrouver donc 4 menus, un onglet configuration, un onglet débogage en ligne, donc le fameux onglet que je vous parlais tout à l'heure permettant de voir ce qui se passe en réel sur la borne, un onglet journaux qui va nous permettre de retracer l'ensemble de l'historique de la borne et réglages où on pourra régler la date et l'heure et les paramètres linguistiques. Donc si on démarre par la configuration, c'est là où on a le plus de travail à rentrer, nous avons déjà un premier élément, c'est que nous pouvons importer ou exporter le fichier de configuration. C'est un point qui est important puisque aujourd'hui, quand vous faites de ce style de borne communicante RFID, vous risquez d'en avoir 10, 15 sur un même parking. Idéalement, vous en configurez une, vous sauvegardez la programmation et vous l'injectez dans toutes les bornes. Ça vous permet de gagner du temps. Donc cette option, elle est disponible directement au début de la page, permet d'importer ou d'exporter sa configuration. Ensuite, on retrouve les paramètres réseau. Donc est-ce que je veux attribuer une adresse IP fixe à ma borne ou est-ce qu'elle fonctionne en DHCP? Et je vais retrouver ensuite les paramètres OCPP. Donc les paramètres OCPP, je le rappelle, c'est les paramètres vers l'opérateur de service. Donc là, ici, j'ai plusieurs choix possibles. J'ai l'accès OCPP ou l'accès autonome. L'accès autonome, c'est simplement une badge RFID où je passe mon badge, j'autorise la charge et je passe mon badge pour arrêter la charge. Donc ça, c'est le mode autonome. Si on est en OCPP, nous avons plusieurs choix. Nous avons l'OCPP, donc communicant classique qui fonctionne avec les badges des opérateurs. Nous avons aussi l'autonome accès gratuit. Donc là, c'est une particularité, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement autonome accès gratuit, mais ça communique quand même vers l'OCPP. Et ensuite, nous avons l'autonome local, qui est un mode qu'on peut appeler l'OCPP à la maison, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de m'identifier. Je connecte simplement ma voiture, ça charge. Par contre, l'ensemble des données de consommation remonte vers l'opérateur. Donc là, je vais laisser ici, alors je vais passer en autonome parce que je n'ai pas d'opérateur de service. Mais si j'avais laissé en OCPP, bien sûr, il fallait que je renseigne le serveur OCPP, l'identification du point de charge et tous les paramètres liés à l'OCPP. Moi, pour l'exercice ici, je vais me mettre en autonome. Et là, ce que m'avertit tout de suite la page web, c'est que si je suis en fonctionnement autonome, je n'ai plus de délestage possible, enfin de modification des réglages au travers de l'OCPP, ce qui est logique puisque je suis en autonome. Ensuite, j'ai l'accès RFID. Est-ce que j'active ou j'enlève l'accès RFID? Donc ça, c'est un point qui est important. Et ensuite, la gestion des badges d'identification. Donc là, comme je suis en autonome, il va falloir que j'apprenne des badges sur ma borne de recharge. Donc là, j'ai différentes façons d'apprendre le badge. Soit je fais un import du fichier CSV,
Ou alors, j'ajoute simplement par lecture. Donc je prends un badge vierge, j'appuie sur Ajouter par lecture, et là il va m'ouvrir une petite page permettant de lire l'ensemble des badges. Et là j'ai juste à passer donc, sur la borne à la volée les badges, et au fur et à mesure il va renseigner ce fichier. Donc l'avantage c'est que ça permet de passer les badges à la volée. Donc là j'en ai fait un, allez faisons un petit deuxième. Je prends un nouveau badge, je le passe devant la borne, et automatiquement, vous voyez, sur la liste, je retrouve bien mes 2 badges qui ont été renseignés directement dans la page. Une fois que j'ai fini l'apprentissage de l'ensemble de mes badges, je fais arrêter la lecture. Et là, les badges se sont ajoutés au niveau de la configuration de la borne. Ce qui est important au niveau de cette étape, donc là on les retrouve ici, ce qui est important au niveau de cette étape, c'est comme tout à l'heure, si je souhaite apprendre uniquement sur une borne l'ensemble des badges et l'exporter vers les autres bornes, je peux aussi exporter le fichier directement et du coup le réimporter sur mes 15 autres bornes que j'aurai sur mon parking. Donc là, j'ai configuré mon badge, donc là les 2 badges sont actifs. Je peux aussi très simplement supprimer un badge. Par exemple, on imagine que ce badge-là est en réalité la carte du salarié, la carte d'accès au bâtiment du salarié. Le salarié n'a plus accès à la borne. Par contre, j'ai toujours son badge, je peux supprimer simplement son badge. Je vais en supprimer par lecture, et là, j'ai simplement toujours la même chose, une fenêtre qui va s'ouvrir, et je passe simplement le badge. Et là, du coup, ce badge est identifié, et il est supprimé. J'arrête la lecture, et là, j'ai retiré ce badge d'accès, donc ce badge-là n'aura plus accès à l'installation. Donc ça permet, vous voyez, très simplement d'ajouter ou de supprimer des badges. Au niveau de la page, nous retrouvons du coup plus qu'un seul badge maintenant. Et nous avons ici accès au badge des super utilisateurs. Donc les super utilisateurs, je vous rappelle, hein, c'est des personnes qui ne peuvent pas faire de charge, mais par contre qui peuvent arrêter n'importe quelle charge. En fait, l'idée, c'est vraiment, en cas de problème, de pouvoir forcer l'arrêt d'un utilisateur pour pouvoir débrancher le véhicule. Donc ça, c'est vraiment un cas extrême. Et le super utilisateur, c'est le seul rôle qu'il a, c'est pouvoir arrêter une charge en cours. Ensuite, dans les paramètres, si on a fini l'ensemble des badges, on va retrouver le client Wi-Fi. Donc ça, c'est la fonctionnalité Wi-Fi de cette borne de recharge. Donc pouvoir se connecter par exemple à un access point Wi-Fi. Donc ici, il suffit simplement d'activer le client Wi-Fi et de renseigner les paramètres du réseau. Donc l'avantage avec cette borne ViTi communicante au CPP, c'est qu'elle peut communiquer directement vers l'access point et du coup vers l'opérateur sans avoir de câble réseau à amener au niveau de la borne. Donc ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Ensuite, on retrouve le hotspot Wi-Fi donc pour l'installateur, parce qu'on peut aussi décider de le désactiver. Si par exemple le client, on imagine que vous avez fini votre intervention en tant qu'électricien, le client peut décider de couper tout hotspot Wi-Fi pour éviter que quelqu'un vienne avec un badge installateur sur la borne. Donc ça, c'est une fonction qu'on peut désactiver. Après, on perd quand même un sacré avantage. Et ensuite, donc vous voyez, hein, des badges hotspot Wi-Fi, on peut en faire aussi plein. Et ensuite, on a les réglages du matériel. On va retrouver le calibre de la borne, donc le calibre jusqu'à 32 ampères. Donc là, par défaut, elle est à 32 ampères. Et le sélecteur qui est à l'intérieur de la borne est lui aussi à 32 ampères, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, ici, vous voyez, j'ai un petit décalage. Puisque à l'intérieur de la borne, sur la carte électronique, vous avez un petit sélecteur pour choisir si je suis en monophasé ou en triphasé. Moi, je l'ai réglé en monophasé, sur la carte de la borne. Du coup, ici, la page web me dit « Attention, le réglage actuel permet une charge monophasée uniquement. » Donc là, il faut absolument que je change ici et que je précise monophasé. Donc ça, c'est un paramètre qui est important, c'est une auto-vérification. Ça permet de vérifier que la page web de configuration, la configuration de la borne, correspond bien au type de réseau présent physiquement sur la borne. Donc ça, c'est un paramètre qui est important. Ensuite, on a, dans le cas d'une borne avec 2 prises, la gestion de la priorité de la prise. Est-ce que je donne priorité à la première prise qui est branchée, ou est-ce que je donne priorité à la prise T2S ou à la prise TE? Donc ça, c'est un choix. Par défaut, en général, on met le premier qui branche, parce qu'on est sur une borne à accès RFID. Donc en général, on laisse uniquement celui qui se branche, mais on pourrait décider d'amener une priorité autre.
Ensuite, dans le cas où on souhaite baisser la luminosité de la LED, on peut simplement ici baisser la luminosité de la LED pour pouvoir avoir une LED moins forte et du coup moins éclairer le parking. Et après, tous les paramètres liés au comportement en cas de coupure de courant, après redémarrage de la charge, etc. Différents paramètres. Par exemple, un paramètre qui est important, ce délai de redémarrage de la charge, c'est un paramètre qui permet de mettre un décalage de temps en cas de coupure de courant. Par exemple, si vous avez 10 bornes avec 10 véhicules branchés, et chaque borne va démarrer après un temps qu'on lui aura indiqué. Et du coup, ça évite que l'ensemble des véhicules démarrent en même temps la recharge. Donc ça, c'est un paramètre qui est intéressant quand on a beaucoup de grappes de bornes, donc beaucoup de bornes sur un parking et qu'on souhaite ne pas avoir un pic d'intensité après une coupure de courant. Et ensuite, le réglage du sous-comptage. Donc là, si on intègre le compteur MID dans la borne, c'est simplement quel type de compteur j'ai raccordé. Est-ce que c'est un monophasé? Est-ce que c'est un triphasé? Donc là, je rentre simplement le type de compteur paramétré. Ensuite, toujours dans les réglages liés à la borne, et un paramètre qui est important, c'est l'ordre des phases. Nous sommes sur une borne qui est communicante, qui demain peut être amenée à communiquer avec un gestionnaire d'énergie, qui va permettre d'éviter d'avoir un dépassement de la puissance max autorisée sur l'installation. Pour que ce gestionnaire fonctionne correctement, il faut absolument que la borne sache sur quelle phase elle est raccordée. Et c'est ce paramètre qu'on retrouve ici, rotation des phases, qui nous permet simplement de désigner sur quelle phase la borne est raccordée. Est-ce qu'on est en L1, L2, L3? Est-ce qu'on est en L2, L1, L3, etc. Et ensuite, j'ai la possibilité aussi, alors c'est un paramètre qui est moins utilisé en France, mais qui est plus utilisé dans les pays frontaliers, c'est le déséquilibre des phases. Je peux tolérer un déséquilibre entre phases, donc dans le cas d'une borne triphasée, bien sûr, je peux tolérer un déséquilibre max au niveau de mes phases. Donc ça permet d'éviter d'avoir des problématiques, surtout sur certains, par exemple, dans d'autres pays où c'est nécessaire. Et pour finir, on peut bien sûr exporter l'ensemble des données brutes de la borne donc pour pouvoir la réutiliser ailleurs. Une fois que j'ai réglé tous mes paramètres, j'ai juste à cliquer sur enregistrer. Et là, la borne va recevoir l'ensemble des paramètres et va les appliquer. C'est-à-dire qu'elle va redémarrer, elle va appliquer les différents paramètres. Voilà, donc là, la borne va redémarrer. Une fois que la borne aura fini de redémarrer, donc je rentrerai dans le mode de fonctionnement normal, c'est-à-dire que je vais pouvoir piloter ma borne. Donc là, on voit qu'elle redémarre. Vous voyez, elle remet à clignoter orange, jaune. Et au bout de 2 minutes, la borne aura fini de redémarrer. Voilà, la borne redémarre le clignotement bleu, c'est-à-dire qu'elle reste sur ma page hotspot Wi-Fi pour me permettre d'accéder aux autres menus. Et si je souhaite sortir du mode Wi-Fi, du mode hotspot Wi-Fi, il suffit de repasser le badge installateur pour sortir du mode Wi-Fi. Mais avant de sortir du mode Wi-Fi, je voudrais vous montrer rapidement le débogage, mais aussi les journaux. Donc si on retourne sur la tablette, nous avons l'onglet débogage en ligne qui permet en fait de voir l'état de la borne de recharge, c'est-à-dire de voir l'ensemble des paramètres liés à la borne de recharge. Voilà, donc on retrouve sur l'onglet débogage en ligne les différentes températures au niveau de la carte électronique. Bon, ça nous importe moins. Par contre, pour un support technique à guerre, c'est des données qui peuvent être intéressantes. Nous retrouvons les différents réglages effectués. Donc nous voyons bien que le sélecteur du nombre de phases est bien uniquement en monophasé, donc une phase, et que le rotary switch est sur 0, qui correspond à la puissance 32 ampères, donc au niveau de ma borne de charge. Et nous sommes en présence d'une borne à 2 prises, donc prise double, donc T2S et TE. Et on retrouve ici tous les paramètres de chaque prise, donc qui permettent vraiment de faire un check-up, un état, au niveau de la borne de recharge. Ça permet notamment, si vous utilisez un simulateur de recharge, de constater le changement des différents états directement grâce à cette page débogage. Donc on retrouve voilà, tous les paramètres liés, les paramètres réseau, tous les paramètres liés à la borne, donc il n'y a aucune erreur, et les informations au niveau de l'ensemble des licences associées et des versions associées aux différents composants de la borne de charge.
Le dernier onglet, les journaux. Donc le journal est intéressant, donc on peut exporter un journal et c'est intéressant quand on a quelques temps d'utilisation. Moi la borne elle a moins de 5 minutes, donc ça me paraît compliqué d'exporter des données, mais en tout cas si on a une installation qui tourne depuis un moment, on va pouvoir exporter du coup, les données assez simplement. On sélectionne la date de début, la date de fin, les services qu'on souhaite exporter et on a juste à créer le rapport, donc il va créer un fichier PDF qu'on pourra télécharger directement, qui permet en fait de retracer l'ensemble des historiques de la borne. Et le dernier onglet, l'onglet réglages, qui est assez court, puisqu'il y a simplement la modification du mot de passe, la gestion, c'est-à-dire le petit nom qu'on peut donner à la borne, la gestion de l'heure, et la possibilité de redémarrer l'appareil ou de réinitialiser complètement l'appareil. Donc, une fois que la configuration est terminée, donc vous avez fini votre travail de configuration, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il suffit de repasser le badge installateur, donc le badge hotspot Wi-Fi sur la borne. Elle va clignoter et là, elle va sortir du mode configuration. Donc là, elle est en mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner. Il y a juste qu'elle clignotera blanche puisque je n'ai pas raccordé de réseau dessus. Mais à partir de là, la borne est fonctionnelle. C'est-à-dire que je peux quitter mon iPad, reposer mon badge installateur et je peux du coup charger avec mon badge que j'avais enregistré tout à l'heure. Donc si je présente mon badge ici, je vais avoir la LED verte, donc ça m'autorise la charge. Donc là, je peux venir connecter mon véhicule pour recharger mon véhicule. Voilà pour la configuration et la démonstration de cette nouvelle borne ViTi communicante OCPP, donc qui nous permet d'améliorer l'accessibilité et aussi la compatibilité avec les opérateurs de service. Et c'est, je rappelle, une borne qui est prête pour le futur, puisqu'elle est compatible ISO 1518, qui sera très utilisée prochainement au niveau des véhicules électriques et des opérateurs de service. Je vous remercie et à bientôt.